Messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Rolex Légende. Aujourd'hui, dans l'avis des spécialistes, on a le grand plaisir de recevoir Fred de l'atelier des Tanquantes. Bonjour Fred. Tout à fait, bonjour, merci. Et Robin de Breloque, la chaîne Instagram, chaîne YouTube, c'est ça? Les gars, je vous laisse vous présenter. Fred, on est chez toi. Allez-y, présente-toi. Donc, je suis Frédéric Fontaine. Du coup, j'ai fondé l'atelier des Tanquantes en 2018. Et aujourd'hui, nous sommes 8 à travailler ici à l'atelier. On a 7 horlogers, un chef d'orchestre qui anime tout. On fait beaucoup de SAV pour les particuliers, les professionnels. Et on fait aussi une petite activité de vente en parallèle avec un showroom où nous nous trouvons. Voilà. Et moi c'est Robin, Robin de Breloque. C'était fondé il y a bientôt plus de 3 ans avec Hugo. Notre métier principal, c'est de faire de l'achat et revente de montres de seconde main avec des marques bien précises, notamment une marque qui va nous occuper pas mal de temps aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Rolex comme toujours sur la chaîne. On peut dévier sur d'autres marques, mais Rolex, ouais. Mais ça tombe bien parce que c'est notre cœur de métier, c'est Rolex. Et en parallèle de ça, on fait des vidéos sur Internet, sur Instagram et sur YouTube. Donc, vous avez peut-être déjà croisé. Vous faites pas mal de vidéos explicatives sur l'histoire de certaines marques, l'histoire de certains modèles. Des vidéos très bien ficelées, très bien montées qu'on adore. Merci à vous les gars. Top. Fred d'ailleurs, tu fais aussi des vidéos sur les authentifications depuis peu là. Ouais, tout à fait. Avec le l'heure. métier, ouais, tout à fait. On fait pas mal d'authentification. Les gars, on commence directement dans le vif du sujet. On va parler de la crise horlogère, et on va parler surtout de Rolex. Rolex qui est toujours, on a beau dire ce qu'on veut, mais dans toutes les stats, chiffre d'affaires, vente de montres, malgré sa très grosse production. Expliquez-nous ça. Comment ils arrivent à, selon vous, à moi, je suis dans le cœur du mécanisme, on va dire. Et c'est vrai que quand on révise une Rolex des années 50, donc 70 ans après, plus de 70 ans après, elle tourne aussi bien que des modernes. Donc on va parler de robustesse du mouvement. Donc au-delà de l'image de marque, il ne faut vraiment pas oublier que le Rolex c'est quand même très très qualitatif, très solide. On peut vraiment tout faire avec. C'est le terme tool watch est bien pris pour la marque. Et pour moi, ça reste quand même des mouvements propres à eux depuis toujours et qui sont quand même très très robustes. J'ai pas mieux à dire, ils ont lancé dans les années 60 une gamme de montres qui a toujours évolué au fil du temps, mais sans trop changer, sans trop d'évolution, ils ne sont jamais perdus. La qualité, elle a toujours été constante. Chez Rolex, il n'y a pas d'années qui sont mauvaises ou moins bonnes que d'autres. Elles sont toutes bonnes. Et ça, c'est quand même assez à part dans l'horlogerie. Il y a une raison, c'est la gouvernance. Il y a eu très peu de CEO en 70 ans, il y a eu très très peu de CEO. Donc une maison qui n'est pas détenue par un groupe. On pourrait en parler pendant longtemps, mais plein de choses qui font que Rolex a toujours traversé les crises. La crise du quartz, c'était la seule entreprise à l'avoir traversée et à sortir plus fort de la crise du quartz qu'ils n'y sont rentrés. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu parlais des lignées de montres, par exemple les Submariner, des années 50 et 5508, aujourd'hui, quand on reprend les nouvelles, finalement, le schéma, c'est un peu le même. Bon, elles sont un peu plus bodybuildées aujourd'hui, en céramique, tout ça, ça brille. Mais on change pas une équipe qui gagne, quoi. On change pas une équipe qui gagne. Il y a toutes les marques qui veulent faire des héritages, un peu tout ça, mais il faut pas oublier que l'ADN de base, c'est quand même Rolex qui l'a sorti. Ils sont très forts. Et ils sont très forts. Alors, ils sont très forts et c'est vrai que je le dis souvent à nos clients, à nous, chez Rolex Légende, c'est qu'en fait, nous, on n'assimile pas tant ça à du luxe. C'est qu'en fait, c'est une tool watch, comme tu disais tout à l'heure. En fait, c'est une montre qui a été créée, qui a été faite, qui est très bien faite pour servir, en fait, quoi. Elle est faite pour être utilisée. Aujourd'hui, c'est du luxe, mais en vérité, est-ce que la Submariner, en l'occurrence, par exemple, est une montre de luxe, en vrai? Il n'y a pas de diamant, il n'y a pas d'or blanc. Submariner en or, c'est pas pour je parlais de la gamme profond. Assia, mais est-ce qu'on prend la Ah oui. C610? Allez, on prend la C610. Est-ce que pour vous, c'est une montre de luxe, en vérité? Ouais, c'est pas évident. Il y en a qui vont l'acheter pour une montre de luxe, honnêtement, et il y en a qui vont s'en servir tous les jours pour tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que tout le monde a oublié que c'était. Tout le monde l'achète aujourd'hui pour du luxe, mais tout le monde a oublié que c'était une vraie plongeuse. Je sais pas si ça t'arrive, on vend des Submariner où les mecs ils disent, je leur dis, elle est étanche, elle est robuste pour tout faire. Ah non, mais moi je vais pas la mettre dans l'eau. Il y a une vraie défiance par rapport à ça. Une fois, j'en ai vendu une et c'était une vente fantastique, très rapide. Le mec sait ce qu'il veut, c'est top. On lui envoie la montre et il me dit, mais la pile, elle a été changée récemment parce que la montre ne marche plus. Et moi, je trouve ça superbe que quelqu'un se déleste de 10 000 € dans une montre. Et ne sache pas la question. Et je trouve que c'est la façon la plus belle et il n'y a pas besoin de connaître toutes les références pour être passionné ou amateur de montres ou emporté. On peut juste se faire plaisir avec un bel objet. Pour le coup, lui, il a acheté plus du luxe, quoi.
Il a Il acheté. connaissait pas vraiment l'histoire. Et Non. c'est pas- Et Bon, en tout cas, il s'est pas trompé. mentir. Il s'est pas trompé aussi. Moi, j'ai une petite anecdote encore mieux que ça. Ouais. J'ai un client qui nous a acheté une Daytona, non, qui venait pour une authentification et qui a dit, je comprends pas, il n'y a pas de. Le compteur de la date, il est pas en 31. Ah oui. Et c'était le compteur des minutes en fait, du chronographe. Daytona, lui, il pensait que c'était une Daytona. Ça, c'était dur. On a dû lui expliquer qu'il n'y avait pas de date sur sa Daytona. C'est des choses qui arrivent. Ouais, C'est peu comme quoi fréquent. vous êtes là, vous êtes là pour apprendre. Enfin, Oui, on est tout là à fait, pour, ouais. on est là pour Voilà, renseigner donc, plutôt une pour Daytona, renseigner c'est aux gens. pour les gens. chronométrer et on n'a pas de date. Le temps. Ouais. Vous vous êtes amusé? Nous, on s'est amusé sur l'autoroute en partant en vacances à servir de la lunette. Moi, avec les points kilométriques, je m'amuse à le faire. En Plus vrai. dans le TGV, moi, je regarde. Ah, moi, je peux pas m'empêcher d'avoir une montre et de pas l'utiliser pour quoi elle est faite. Donc, une montre de Ouais, plongée, il faut aller dans regarde. l'eau. Tu prends la bande kilométrique et. Oui, exactement. Et donc, dans cette fameuse crise horlogère, alors, je veux dire, on a l'impression qu'ils ont toujours 10-15 ans d'avance. On a l'impression, moi, c'est l'impression que j'ai. On a l'impression qu'aujourd'hui, ils la subissent pas. Maintenant, est-ce qu'ils la subiront dans 10 ans, là où aujourd'hui, les autres manufactures tirent un peu Pas, là. en vrai, hyper d'accord avec. Ils ont de l'avance. Ils n'ont pas de l'avance en termes d'ingénierie, c'est pas ça, mais c'est qu'en fait, je parle que de marketing, on nous annonce. Enfin, pourquoi ils connaissent pas la crise? Enfin, c'est vraiment le. Moi, je pense qu'ils ont toujours un coup d'avance sur le marché. Alors, ça veut tout et rien dire. Je suis pas convaincu qu'ils sachent prédire des tendances à l'avant ou qu'ils les décrivent. Je pense pas. Mais force est de constater, on l'a vu l'année passée avec la Land Dweller, nouveau mouvement. Le mouvement, c'est loin d'être une daube. C'est super bien abouti. Si Rolex le sort, c'est pas pour qu'il vienne en service dans 2 semaines. À mon avis, ça fait 10 ans qu'ils travaillent dessus, je Ouais, pense, sur ouais, ce ouais. mouvement Et qui va sortir. ils le changeront dans 50 ans. Quoi. Voilà. Et moi, je pense, c'est mon avis personnel, et je serais pas surpris qu'ils l'étendent un peu à. Est-ce qu'à long terme, l'objectif n'est pas de l'étendre à toute la gamme? À toutes les gammes. calibres Ouais. Bah, c'est évident, comme le C'est ce qu'ils font 3135. toujours à peu près. ouais. 3135 qui était sur les 7610, les Datejust, ils ont sorti sur toute la gamme. Et j'en profite pour rebondir sur ta première question, Larry. C'est pourquoi Rolex, il traverse la crise. Du coup, c'était pas ta première question. Aujourd'hui, on va prendre d'autres manufactures qui sont pas moins prestigieuses, qui vont même être beaucoup plus, mais avec un taux de service beaucoup plus élevé. Je pense à AP ou Effectivement, C'est hein, la nous- forme du Fameuse trône. révision AP hors de prix et qui reviennent très souvent. Bah toi en tant qu'horloger d'ailleurs, tu bah, peux nous dire c'est vrai ou pas? Nous, on a vraiment toutes les typologies de clients, c'est-à-dire le client qui révise jamais sa Rolex parce qu'on lui a dit qu'à partir du moment où elle marchait, c'était bon. Donc là, c'est pas les mêmes devis parce que tous les pivots ils vont être rongés. Mais bien sûr, Rolex, encore une fois, ils sont très forts. donc Mais elle leur montre, fonctionne. elles fonctionnent. Elles peuvent prendre l'humidité, elles marchent encore. Mais pour éviter des grosses factures et des grosses surprises, une révision tous les 7 ans, c'est bien. En vrai, pour bien entretenir sa montre, pas avoir de l'usure prématurée ou quoi que ce soit. Et donc ça, c'est très bien. Et là, je commence à avoir les retours des premiers clients qui reviennent. Donc après 8 ans, ils reviennent pour le deuxième service. Les AP bah, on les révise, elles marchent Donne-nous bien. un chiffre, donne-nous un chiffre, lance-toi. AP tous les combien tu dis à peu près? Toi, Bah, calme. moi, j'ai des clients, ils vont chez Audemars Piguet tous les 2 ans. Je dis bah non, vous venez à la rigueur pas tous les 7 ans, mais tous les 5 ans. Mais c'est pas trop ça, c'est plus qu'il y a des pannes en fait. La Rolex, il n'y a pas de panne, c'est des révisions, elles avancent, elles retardent. AP, voilà, il y a des pannes, Patek, il y a des pannes. Donc là, c'est on beaucoup plus répond à la fragile. question quand même. Pourquoi Rolex reste toujours au-dessus du panier? Là, on a déjà une des réponses. Très quand même. simple, dans une Audemars Piguet, il y a beaucoup plus de pièces détachées, les roues elles sont plus fines, tout est plus fin, tout est moins robuste. Rolex, c'est simple, il y a une 3 aiguilles, il y a 3 roues, un barillet, un balancier, terminé, bonsoir. Tout est hyper épais, c'est un diesel. En ce qui concerne l'étanchéité, c'est la même chose. Les Royal Oak Offshore, les joints, ils sont fins comme un cheveu. Et il y en a un dans la couronne ou deux. Chez Rolex, il y en a 4 dans la couronne déjà. Le joint de fond, il est épais comme ça. Dans une Audemars Piguet, il est tout fin. Bon, Ok, une offshore, on va c'est pas un se baigner tank. avec. Rolex, c'est un tank. c'est un des facteurs de clé de succès de Rolex. Il y en a plusieurs. Notamment, c'est le marketing. Ça, c'est de la fabulation totale. Le marketing, c'est un mot fourre-tout où les gens justifient que Rolex a du succès. Mais c'est totalement faux. Ça en fait partie, évidemment. Mais ils utilisent on parle de marketing pour Rolex comme si c'était un peu une main secrète qui manipulait le marché. Enfin, c'est un peu une théorie du complot, le marketing chez Rolex. Alors que c'est totalement faux. Donc toi, tu le vois comment alors, ce marketing chez Rolex? On ne peut pas aujourd'hui bâtir un empire d'une si grande taille avec des produits de mauvaise qualité. Donc si le marketing c'est de vendre des montres et de les vendre comme ça marche. Daniel Wellington, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment c'était un truc incroyable, il faisait 180 millions en partant de rien. Ouais, bien sûr. Ça c'est du marketing. Rolex, on n'entend plus parler de cette marque, Rolex on entend parler depuis les années 50, on va encore en entendre parler parce que les produits, les montres, je ne vais pas parler de produits quand on parle de montres, sont d'une qualité remarquable. Le design il est intemporel et c'est ce qu'on leur reproche. Rolex ne fait pas d'innovation, mais c'est pas le but de faire de l'innovation et s'ils en font,
Bien sûr. avec la Land Dweller, on va la comparer à la Tissot PRX. Ouais. Donc il y a une... Non, mais Bah, s'il pas te moi, plaît, pas ça, moi. Ça, c'est la vie ça. extérieure. Alors Ça, ça, c'est le grand public. Tu vois, le Non, grand il faut le public, dire là, au bout d'un moment ça, c'est que le la, grand la, public qui la fameuse Oyster Quartz était sortie avant la on Tissot peut dire PRX. Mais justement, c'est une bonne transition que je vais faire là parce que c'était ma deuxième question, c'était la fameuse Landwheeler. Donc tu lances la transition, c'est super. Selon toi, donc beaucoup d'innovation, enfin un nouveau mouvement, 36 brevets. Ouais, solide. magnifique, 36 brevets. à peu près. Néanmoins, est-ce qu'on parle d'une nouveauté? Est-ce qu'on parle d'une mode? Est-ce qu'on parle d'un futur collector? Ou est-ce qu'on parle d'une Oyster Quartz qui a été revisitée d'une version 2? Comment vous la voyez? C'est une montre qui est faite pour durer, qui va rester vraiment, qui va concurrencer le trio de tête, le Sub GMT Daytona, ou non, ça restera une gamme comme la Cellini, la Air King, la Je Milgauss? partirais plus sur une. Alors, héritage un peu sur la Oyster Quartz. 100%, et c'est pas dissimulé. Au Watches and Wonders, il y avait la 1630, si je dis pas de bêtises, automatique. que personne ne connaissait. Et quand on a dit la référence, on dit mais non, c'est pas la 1630, c'est une autre F. Et non, c'était bien la 1630 par le... 0,30 Dangerous. Non, je rigole. parce que le maillon était comme ceux qui étaient de la Land Dweller. Ouais. Donc il y a un héritage. Ah, Tu peux pas le dissimuler quand on voit les deux, tu peux pas le il ne le dissimuler. dissimule pas. Ah, Ah ouais, non, il le dissimule pas, évidemment. Mais parce qu'en fait, aussi, le Oyster Quartz, le grand public la connaisse pas. Par contre, les anciens l'ont vu, la connaissent. Donc, évidemment, ça, c'est pour le coup, c'est un héritage de la marque qui remet sur le marché. Donc tous ceux qui font la blague sur la Tissot PRX ne connaissent pas la Oyster Mais Quartz. on est je d'accord. pense pas. C'est un avis néophyte de bas étage dans la mesure où il suffit de porter une Rolex dans sa vie pour comprendre que le maillon, quand on a une tuile, même une Omega, on prend une Seamaster, on tourne la lunette, on prend une Submariner, on tourne la lunette, on se dit waouh, il y a un problème. Et donc vous pensez que ça va être un vrai collector ou ça va être toujours une Honnêtement, gamme? je pense que ce sera un collector quand ça deviendra vintage. Je pense que le trio de gamme, ça reste les professionnels de la marque qui sont robustes aussi. Après, moi, j'en ai pas vu énormément. Ouais. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Il y en a très peu sur le marché. Moi, j'en ai vu 2 ou 3. J'ai vu les Ah, calibres c'est à ça le l'intérieur. problème, c'est qu'on sait pas encore le nombre de sorties par Ah, rapport c'est un à... peu trop récent. Enfin, c'est un peu récent. Ouais. C'est sorti quoi, il y a 2 ans déjà? Non, là, cette année, L'année dernière. je pense que la production est très marginale. Peut-être qu'il tape le terrain. Et c'est peut-être pas plus mal parce que la demande elle est pas non plus conséquente. On prend un exemple très simple. Alors aujourd'hui on voit la cote sur le marché. On est sur une montre qui est à 15-16 000 euros. Donc Retail. retail. C'est le prix d'une Daytona. Ouais. La Daytona elle va s'échanger à plus de 25 000 euros pour la version noire et encore plus pour la version blanche. La cote de la Land Dweller elle baisse. Oui, mais ça c'était l'effet nouveauté au début. Oui, c'était mais pas ce que je veux dire, vrai, c'est ouais. qu'à périmètre constant sur un même niveau de prix, les valorisations sur le marché, elles tiennent pas du tout. Le 126-500, il est plutôt à la hausse, la Land Dweller. La 126-500, le Panda, ça fait quand même 2-3 ans que c'est les mêmes prix. Oui, et Derrière. voire même, je trouve que ça augmente un peu. ouais. D'accord, donc ça restera une gamme Non, mais de je pense chez que Rolex. ça va s'essouffler, mais c'est vrai que moi, on me dit pas tous les jours, je suis sur l'île sur une Land Dweller. C'est les spéculateurs surtout. C'est une montre qui est très intéressante pour l'avoir souvent vue, pour l'avoir vendue également. C'est une montre qui est vraiment très intéressante, qui a un boîtier ultra fin, le bracelet c'est... Ouais, C'est un peu plus de luxe, Ah bah, Dans on peut lancer un tout à truc. l'heure. si on fait une analogie très simple, c'est une sorte de boîtier intégré, Ouais. on l'assimile un peu à une Royal Oak. Moi, c'est ce que Entre j'allais le dire Royal par Oak et rapport ça, Le Royal Oak c'est bracelet fait 27 000 très- euros, hein. Ouais. Donc Ouais, en c'est boutique. 27 000 euros, les 37 mm, les premiers prix. Mais tu parlais de luxe tout à l'heure. En fait, le luxe, moi, je vais assimiler ça surtout à du polissage et non du brossé. Là, on a quand même pas mal d'éléments polis. Oui. On a quand même la lunette en or, le cadran il brille vachement. Là, on pourrait peut-être parler plus de luxe que de Tool Watch ou quoi que ce soit. Donc, ils sont quand même de gamme. En parlant de luxe, moi, j'entends aussi la montre costume, donc la Cellini, peut-être. Hein. Pour assimiler le luxe, on pourrait partir sur ces modèles-là plutôt. Ouais, c'est toute l'évolution de la marque, mais si on repart aux années 50-60, la genèse de ce qu'on connaît aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était pas forcément que la Tool Watch comme ça, c'était une montre qui coûtait déjà un peu d'argent. Et deuxièmement, Rolex avait fait des campagnes de pub avec l'agence J.W. Thompson. Et cette campagne, il y a des affiches, Il y en a partout. il y en a exactement ici. J'adore quand on lit les pubs. Et en fait, le narratif, il est dingue, c'est qu'ils se sont mis la montre. Ils n'ont pas dit que c'était une montre exceptionnelle, enfin si ils l'ont dit c'est une montre exceptionnelle au service de gens exceptionnels. Donc, Marketing, on revient là. mais marketing, parce que le marketing c'est tout de suite la rareté, etc. Comme si Rolex, ils n'étaient pas là pour faire de l'argent et garder les montres pour eux. Des Dayto, ils en vendent plein, les gens ne se rendent pas compte. Et ce narratif-là, il est super puissant dans la mesure où si vous êtes quelqu'un qui fait des choses exceptionnelles, si vous êtes président et ils sont adaptés aux tendances, dans les années 50, ils parlaient Ils sont d'aviation, adaptés aux leaders. et après ils sont passés sur les présidents, et ensuite les hommes d'affaires, ils ont toujours mis ça, voilà, si vous êtes l'homme de la situation, vous avez une Rolex.
c'est imparable. Aux D'ailleurs, ils n'ont explorateurs pas aussi. assimilé la Land Wheeler à une certaine catégorie de sport J'ai ou pas de suivi, gens. moi. J'ai pas vu. crois pas, hein. J'ai pas vu. Bah ouais. après, ça fait quand même longtemps qu'ils font plus des pubs comme ça aussi. Non. Mais tu vois, c'est vrai qu'ils s'est assimilé aux leaders, aux explorateurs. Après la GMT, ils sont assimilés à L'aviation. Aux l'aviation, aviateurs, ouais, tout Toutes ça. les aux prouesses aviateurs. finalement. Toutes les prouesses techniques un peu. La Milgos, La Milgos, bien sûr. La fameuse Milgos, on en parlait tout à l'heure, qu'ils ont arrêté. qu'ils ont arrêté il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Vérifie. Ça, c'est pas du marketing non plus. Arrêter la Milgos, c'est Mais quand même pourquoi incroyable. S'ils l'ont arrêté, c'est qu'il y a une raison. Il y a une certitude. Et quelque chose. Alors là, Ce qu'on discutait tout à l'heure, j'ai pas une boule de cristal, c'est pas idiot. Hein. mais je sais une seule chose, c'est que Rolex ne fait jamais les choses par hasard. Comprenez bien que j'ai entendu des bruits de couloir qui viennent en direction de Genève pour le choix du cadran de la Land Dweller. S'ils l'ont fait comme ça, c'était pour pas qu'on la confonde. Et qu'on dise pas, tiens, c'est pas une Oyster Quartz et c'est pas non plus une Datejust. Et c'est pas une Marpiguet. Comme si les gens allaient faire le rapprochement entre l'Oyster Quartz et Et enfin. une Datejust. Donc en fait, ils vont très très loin dans la réflexion, ils ne font jamais les choses au hasard. S'il n'y a plus la Milgos au catalogue, c'est parce qu'il y en a raison. Mon petite hypothèse serait de dire que toutes les montres aujourd'hui sont certifiées antimagnétiques, toute la collection. Ouais. Donc ça fait pas sens d'avoir une collection dédiée à l'antimagnétisme quand toutes les montres le sont. Bah, en fait, déjà, nous, dans le mécanisme, on voit à l'époque, il y avait des cages de Faraday dans les Milgos. Aujourd'hui, les dernières, il y avait encore, mais les fonds de boîte, ils n'étaient pas aussi épais. Aujourd'hui, ils sont vachement épais, les fonds de boîte. Et donc, indirectement, ils sont antimagnétiques. Il y a encore, je pense, des montres qui peuvent passer entre les mailles du filet, qui ont du magnétisme, qui viennent à l'atelier de temps en temps. Mais je pense à des ondes marginales, et puis il y a des fortes ondes, des aimants, je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai que tous les boîtiers aujourd'hui sont beaucoup plus épais qu'à l'époque. À l'époque, il y avait une cage de Faraday, le fond de boîte était beaucoup plus fin. Aujourd'hui, je pense que l'épaisseur du fond de boîte fait que ça fait cage de Faraday aussi. Donc peut-être pour ça que si elles sont toutes Milgos entre guillemets, les Rolex modernes. Et deuxième chose. Je prendrais toutes les 6 chiffres, on va dire plutôt. Ouais, Les cinq oui. chiffres, mais- Ah oui, alors c'est toutes les Rolex modernes qui sont. Oui, tout à fait. Et deuxièmement, il y a des rumeurs comme quoi elle reviendrait parce que c'est son anniversaire. Je pointe le doigt sur le fait que Rolex ne fête pas trop ses anniversaires, hein, on a le souvenir. La GMT Master, c'était une GMT verte, couronne inversée, en or gris. Ouais, La Daytona, on n'a rien vu. On a eu la Kerbit en anniversaire, on en parlait tout 2004. à l'heure, en 2004. On a 2004, eu la ça fait Sid quand même Wheeler plus de Line 20 Rouge ans. en anniversaire, En la Sid Wheeler Line Rouge, 2017. qui a été un ovni d'ailleurs, la Sid Wheeler Line Rouge, où ils ont remis la loupe sur le. Ils l'ont mis en 43, personne n'a compris. D'ailleurs, je sais pas ce que vous pensez de cette augmentation des gabarits en fait. Cette augmentation des boîtes, des tailles, des 41. Oui, mais j'ai quand même l'impression que les collectionneurs ne suivent pas cette mode-là. Alors, le bling-bling, oui, mais tous les collectionneurs préfèrent un bon 39, 40, l'ancien 40 des 5 chiffres. Objection, votre honneur. Il faut bien penser qu'aujourd'hui, on est 3 dans cette pièce à être passionnés de ces montres-là. Tes auditeurs le Mais- sont aussi. Mais la mais- majorité, le 1,5 million, le 1,8 million, le 1,3 million que Rolex Ne sont produit, pas des c'est passionnés. pas nous qui les achetons. C'est pas les passionnés qui les achètent. Et je vais prendre un autre exemple, le Rolex D'accord, mais CTO. si Rolex faisait des 40, ils les achèteraient quand même. Non, je pense pas. Ah oui, il y a un moment. Ah, si, quand même, je Attends, pense. dans quel sens? Bah, si la Submariner sortait des- revenait à un vrai 40 plutôt que le 41 maintenant, mais un 40 fin comme les 5 chiffres, C'est sûr, ce serait je une nouvelle pense référence. que... Je pense. C'est peut-être pas des amateurs, mais des collectionneurs. Regardons, parce que je voulais enchaîner sur Tudor, mais regardons le succès de la petite 37. Elle est magnifique. Et d'ailleurs, donc je fais ma transition sur Tudor. On parle quand même de Rolex qui revient avec des Tudor avec des lunettes acier, avec des chanfreins, avec des cadres en gilt. Si on parle entre collectionneurs et entre passionnés surtout, me dites pas qu'elles vous font pas craquer. Ah bon, j'adore, ouais, 37 mm. On est d'accord. Bon, au-delà de tout l'héritage du vintage, c'est boîtier, le 37, il est au porté, parce que nous on porte nos montres. Oui. Je trouve ça exceptionnel. Il y a en fait vraiment cette dichotomie à faire entre les personnes qui achètent les montres, qui font vivre ces montres-là, et nous les passionnés. Nous, on est une poussière dans cet océan de Moi, montres. J'ai dû acheter. Ah, quand on voit 1 200 000 ou 1 300 000 Et montres, tu c'est dors. sûr que oui, c'est vendu. Moi j'ai dû acheter, moi franchement je sais pas toi, mais j'ai dû acheter 2 montres neuves dans ma vie. J'ai acheté que des montres de seconde main, J'achète vintage. que d'occasion également. Il y a des très belles choses. Moi, je dénigre pas le Rolex moderne. Et justement, c'est quelque chose qui est souvent mal compris, souvent mal perçu. On se fait toute une idée de dire tiens, Rolex, pourquoi ils font pas une Submariner en 37? Pourquoi ils enlèvent pas les épaules de couronne? Et c'est tout le problème, c'est que c'est pas l'ADN de Rolex. C'est-à-dire que eux, leur vision, elle est hyper simple, c'est de toujours aller vers l'avant et de faire des montres qui soient au goût du jour, qui soient robustes, résistantes et qui vont tenir le plus longtemps possible. Un autre exemple. Ah, donc toi, tu penses qu'ils voient vraiment la robustesse, quoi. Ils La privilégient robustesse, vraiment ça. c'est quoi. leur ligne de conduite depuis toujours.
Effectivement, par contre, quand on prend même la gamme de 2010 à 2020, les 116 et les 114, d'ailleurs les passionnés ont critiqué l'épaisseur des cornes. Pour moi, elles sont indestructibles. Je trouve vraiment qu'elles sont indestructibles. On était sur une épaisseur, d'ailleurs, qu'en passant au 41, ils l'ont quand même Un peu rétréci, c'est aminci un les peu cornes. plus joli Voilà. quand même. Je les trouve indestructibles et génial ces montres-là. C'est un Oui, truc pour 10 disons ans, qu'il y a 20 il y a de la ans. place pour les refaire, quoi. Ouais, c'est ça. Faut-il encore bien les refaire. Faut Et qu'il donc, encore bien que les refaire. pensez-vous de cette liberté qui s'accorde avec Tudor? Avouez que si on sortait une Submariner avec un On cadran dit que gilt, Tudor c'est la sous-maison, c'est la sous-marque, machin. Peut-être vous en pensez quoi? qu'ils font plaisir au C'est grand la marque public. hommage. Moi, je pense qu'ils vont chercher justement cette clientèle Cette clientèle qui vont chercher un peu plus de qui se fait l'œil et qui est très marginale. Tudor fait combien de montres? J'adorerais le savoir. Est-ce qu'ils en font 160, Tu sais pas, 300 toi, 000? t'as fréquenté un peu de... Personne, on n'a pas une idée, Il y a des les bruits de estimations couloir du rapport de Morgan Stanley, mais j'y prends avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont erronées avec des grosses fourchettes. Donc non, je pense que c'est moins de 500 000. 700, ouais, 500, moins de 500 000, tu penses? Oui, c'est sûr. C'est très marginal. Donc c'est quoi? C'est un palier pour toi? C'est que après c'est une réalité. Hein. Ceux qui ont une Tudor, je pense que quelques années après, ont Ah, ouais, très envie quand même d'avoir une Rolex. il y a tellement de cas de figure, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que Rolex ne viendront jamais en arrière. Et j'ai un autre exemple qui est une conviction profonde que j'ai. Je suis très impatient d'avoir ton avis sur la question. Tu vas peut-être parler du cadran Gilt, qui est pour moi les années 50-60 de Rolex, c'est l'âge d'or. Et Rien de pour plus le beau. cadran guide, il faut expliquer que c'est les écritures en or sur le cadran. Et un cadran laqué. Qui, ouais, Il a disparu après au profit de cadrans mat. mat. Et les cadrans de service des montres Gilt étaient remplacés par des cadrans moches, des cadrans Tout à fait. tout blancs, etc. Tout blanc. mat. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié le savoir-faire, parce que ça coûte trop cher? Moi je pense que s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont pris des montres, ils ont dit bon, il y a 15 ans c'était amusé à faire des petites décorations, Ouais, maintenant on va plutôt... mais ça marche pas dans l'eau, on voit rien. Oui. Donc aujourd'hui on fait des cadrans mat, les cadrans de service. Ça se voit, il n'y a pas de reflet, c'est impeccable, tandis que les cadrans guild... La dimension n'est pas du tout héritage, mais de se dire j'ai un objet à un but professionnel, aujourd'hui, à l'instant T où il ressort, il doit l'être. Et c'est pour ça qu'ils vont changer des aiguilles si elles sont pas en bonne état. Ouais, ils vont pas garder le côté Alors patrimoine. je suis entièrement d'accord avec toi et ça se tient vraiment. Mais d'ailleurs, on parle D'ailleurs, encore. leur cahier des charges sorti de révision, c'est pour ça qu'ils changent des pièces, c'est qu'ils veulent remettre à l'origine à l'état de fonctionnement de la montre, c'est-à-dire qu'elle s'éclaire la nuit. Oui. Donc on reste sur encore le côté, on garde une montre outil qui fonctionne. Mais s'il y a de la patine, bah, c'est pas grave, tant pis. Mais D'accord, faut mais on qu'elle- est d'accord qu'elle qu'aujourd'hui, fonctionne quand quand elle Rolex sort des fait une ateliers. montre, donc selon toi, ils pensent encore à la praticité, à la plongée, alors qu'ils savent très bien, comme tu le disais tout à l'heure, que les gens qui achètent des Rolex aujourd'hui, 95% sont pas des passionnés, veulent que l'objet. C'est pour ça qu'ils évoluent aussi, par exemple, ils sont retournés sur le cadran laqué. Cadran laqué avec la laque comme on connaît aujourd'hui, Ouais. parce qu'esthétiquement ça a plus de gueule. Et que peut-être qu'ils se sont dit, bah effectivement aujourd'hui on a 90% de nos clients qui plongent pas. Oui, et Le faut cadran laqué qu'il il a brille pas quand même. d'intérêt. Néanmoins, Oui. cadran mat sur la 50e anniversaire de la Sidwiller ligne rouge, cadran mat, très C'est sympa. un cadran mat, Oui, il est très c'est. joli, c'est vrai. Donc ils ont quand même une petite pensée pour faire plaisir aux passionnés. Ils ont mis des chanfreins sur quoi? Sur la dernière... c'est pas sur la... Comment? Sur la Titane. Titane, il y a des chanfrins. Ouais. Sur, voilà, La Yacht très bien. Master Titan. Sur les Et six sur chiffres, la hein, parce que DT sur les cinq Challenger, chiffres, on je en crois, retrouve. sur la grosse, ils ont mis des chanfreins. Voilà, la pendule de table. La pendule de table. Ouais, d'ailleurs, moi j'en ai pas beaucoup vu des titanes. J'en ai eu. Avoir deux. Des Yacht Master. Ouais. Ouais, ça reste des. Ah, j'ai l'impression que c'est une licorne. La Yacht Master Titan, on n'en voit pas. C'est quand même très technique aussi, ça va chercher. C'est quoi, c'est un 42? 42, ouais. C'est un 42, titane, c'est quand même c'est particulier, les mecs sont quand même vachement habitués à l'acier. Mais on est Mais d'accord encore que une du fois, coup... sur le côté Tool Watch, le titane, Mais c'est quand même Rolex hyper travaille léger. le titane. S'ils ont fait celle-ci en titane et ils la sortent pas beaucoup, est-ce que peut-être qu'ils ont ces fameux 10, qu'on parle des 10 ans d'avance, peut-être qu'ils sont en train de travailler une gamme titane et que peut-être dans 10 ans il y aura, Ah, je sais j'ai pas, un peu de non mal à y croire. Moi je pense que la Yacht Master Titan c'est un peu comme la Cellini aussi. C'est-à-dire qu'à la base c'est quand même pas des montres outils la Cellini. Mais ils doivent faire profiter un peu à tout le monde aussi. Peut-être pour ça. Ou c'est peut-être une prouesse de leur part encore. Ouais, C'est mais peut-être Tudor, une prouesse de leur part. Tudor travaille beaucoup de titane. Ouais. Donc je pense que le savoir-faire ils l'ont. Ouais, Oui, Tudor, ils avec travaillent le Tudor, bronze, ils ils l'ont, travaillent l'argent, ils effectivement. travaillent. Ouais, c'est vrai. Quand tu veux me sortir une Rolex en argent, ça va être particulier aussi. Non, mais c'est juste. Bah même, je vais même plus loin, même en bronze. On rêverait tous d'avoir, ça serait très sympa dans la gamme Rolex d'avoir une montre en Pour bronze. moi une bronze c'est comme tes blancs-pins ou la Tudor bronze elle porte très bien son nom. Ne voilà. critique pas les blancs pins de Robin parce que sinon... Mais non mais c'est pour ça, pour moi c'est vraiment ça va. Certaines marques, moi je vois pas trop une Rolex en bronze. mais- Oui, mais néanmoins, chez Tudor, ça existe. Il y a une gamme bronze. Oui, Chez mais Panerai, ça existe. Mais il y a ça une y est, gamme ils bronze. l'ont fait une fois, très bien, ils l'ont fait peut-être deux fois même en plus. Ça fait deux marques avec deux visions totalement opposées. Il y en a qui vont. La chose la plus absurde à faire selon moi, c'est de comparer une Tudor avec une Rolex. C'est deux maisons qui vont pas du tout dans la même direction. Ouais, et puis c'est les mêmes maisons, donc c'est quoi, ils prennent deux directions différentes, Donc ça va c'est très les bien. mêmes maisons, mais donc on en revient à dire qu'ils s'accordent une très grosse liberté avec Tudor
Et il bien reste sûr. très Déjà, strict faut et très. juste regarder le prix du retail. Ils vont plus se faire plaisir à Tudor et plus se faire plaisir au grand public, à la rigueur. Ouais. Enfin, Et vous aimeriez, en tant que passionné, donc une vraie liberté que Rolex sorte un peu des sentiers mais non, battus on n'en parlerait pas aujourd'hui sinon. C'est ce qui fait la force de On est Rolex. d'accord, ok. Et s'ils étaient perdus là-dedans, prenons un exemple très concret. Omega, ils sont perdus d'en faire plein d'éditions limitées à tir larigot. Il y a plus d'oméga pour des missions Ça que des marche missions. Ouais, Oui, c'est vrai. c'est vrai. Et ma préférée, ça reste quand même la Mission to Uranus. Ah ouais. C'est Uranus. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries limitées chez Omega. On s'y perd quand même, on s'y perd avec leurs Mais séries limitées. c'est ce qui fait que la marque, elle n'est pas aussi désirable que Rolex. Rolex, Daytona en acier, il y en a 2. Des Omega, des Speedmaster. Mais honnêtement, en acier. Omega, les Speedmasters, c'est pour les vendre qui sortent je pense. Mais oui, des éditions, Moi, ils rament. avec Ils rament des les mecs. cuillères. Avec des petites Rolex, cuillères, ils tu vas tombent pas très dans loin ce- quoi. Bah non, Non. faut avoir un courant très fort. Bah là, Rolex, ils ont ouvert un peu plus de vannes. Entre guillemets, il y a un peu moins de délai. Ouais. Mais encore une fois, le prix du marché se rapproche, le prix du retail se rapproche du prix de seconde main. Donc, bon, ça c'est normal. Hein. Ça, c'est la bulle qui est explosée en 2022. Ça fait ça aussi. C'est l'effet boule de neige, entre guillemets. Alors, Fred, parle-nous un peu du côté atelier. Nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est. Oh, tu gères, je t'ai vu tout à l'heure dans l'atelier, Mais Romain, si, quand il même. vient, Tu t'as il mis vient ton une fois petit par œil semaine. d'expert quand même Il vient pour une fois par semaine nous l'étanchéité. donner quelques cours d'horlogerie. Alors, les gens aimeraient quand même savoir. Les gens ont envie de savoir, il y a qu'une personne dans ton atelier qui touche la montre ou vous avez quelqu'un qui est plus poli, quelqu'un qui est plus sur Non, la révision On va sur dire les... qu'en fait, on est tous horlogers, y compris moi. Donc on a tous le même savoir-faire, à savoir réviser une montre mécanique ou fabriquer certaines pièces quand elles manquent. En revanche, on a quand même tous une spécialité. Moi, je vais être très rapide sur les montres modernes. Florian, il va fabriquer des pièces. Christophe, pour le coup, il n'est pas horloger, mais il fait des petites interventions. Il est polisseur, lui. Estelle et Jules ont des formations vraiment de horloger habilleur, donc ils vont réviser toutes les montres. On a quand même des spécialités un peu, mais de prime abord, l'horloger, il fait la montre de A à Z quand même, hormis le côté polissage qui est vraiment que Christophe. La révision est touchée normalement que par un horloger, à part si une difficulté particulière sur une ancienne, on peut demander de l'aide à quelqu'un, mais normalement c'est de A à Z, comme en manufacture chez les grandes marques. Genre j'ai géré le coup, j'entends, souvent ils font leur montre de A à Z. Donc là pour le SAV c'est un peu la même chose. Et donc encore une fois, là, entre les révisions chez toi d'une Rolex et les révisions chez la des Rolex, par exemple l'histoire du changement de pièce, la fameuse histoire, ça c'est Bah, nous, terminé ou... Nous c'est pour ça qu'on a beaucoup de travail en l'occurrence. Rolex ne donne pas d'agrément à des horlogers indépendants. En revanche on a énormément de travail parce que nous on s'occupe vraiment, nous c'est du sur-mesure. C'est-à-dire si tu veux qu'on te change tes aiguilles, on te les changera. Mais de prime abord on touchera rien à l'esthétique de la montre. On s'occupera que du mécanisme. Donc on changera le ressort de barillet, on fera la révision complète, on changera les inverseurs et l'axe de masse, c'est les consommables de la montre, il n'y a pas plus. Mais nous on touche pas à l'esthétique de la montre. Donc c'est pour ça qu'on a du travail aujourd'hui. Dès que les montres sont plus garanties Rolex, honnêtement, pas lieu d'aller chez Rolex. Nous il y a cet avantage là, on touche pas. Après aussi, bien sûr, et on y revient toujours, le prix. C'est quand même, on est de 30 à 40% moins cher. Quand une montre est garantie Rolex, moi je dis aux clients, nous on a ce travail, hein, aller chez Rolex, il n'y a pas besoin de. Voilà, il y a les prix sous garantie. Oui, c'est vrai que vous avez beaucoup de boulot, on est sur des délais quand même. Ouais, alors avec, encore une fois, le changement de pièce chez Rolex, de temps en temps ils le font, de temps en temps ils le font pas aussi. Mais là dernièrement, j'ai vu quoi? J'ai vu un client qui avait une Daytona, une 116-520 de 2003. Donc Luminova, elle est partie chez Rolex, il l'a récupérée avec des aiguilles au Super Luminova. Donc le cadran est vert, les aiguilles bleues. Ça c'est Ça, très c'est terrible. compliqué quand même. Dans ces cas, tu changes tout Ça pour c'est rien. compliqué, ouais. Donc il y a des trucs, alors soit l'horloger il a abîmé les aiguilles, ce qui n'est pas impossible, sur les Daytona souvent elles se tordent, donc il a changé les aiguilles. C'est un peu dommage. Mais nous, pour le coup, elle est au Lumi, on la laissera au Lumi, Super Lumi, Lumi 1, Tritium, on la laisse au Tritium surtout, préserver le patrimoine et la valeur de la montre. Très bien, bah écoutez les gars, c'est top. Et qu'est-ce que vous pensez? Donc, vous pensez qu'on est arrivé à l'heure où la spéculation commence vraiment à se calmer et où on va revenir à la vraie passion horlogère? Ou vous pensez que ça... Il y a une petite Non, partie quand on même en de est loin. spéculation qui a sauté depuis 2022. Alors je pense qu'il y a des mecs qui sont brûlés les ailes. Les mecs, ceux qui ont acheté des montres en avril 2022, Celui qui a acheté un. Tu sais Robin que ça en a fait des passionnés en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés par spéculation. mais non, mais Et c'est qui- toujours pareil en fait. Le mec qui achète sa première montre, il dit ah, après il va acheter une deuxième, puis il va tomber dedans. On est tous tombés dedans. Et surtout, il veut plus se retrouver sans montre parce que mine de rien, on est des hommes, on aime les montres, c'est Ouais, le seul on est bijou de l'homme. habitués. Enfin, Mais les femmes aussi, les montres. Ouais, Oui. beaucoup plus de Oui. clientèle féminine qu'avant. Et d'ailleurs, les Rolex femmes, C'est depuis que je fais des vidéos.
Les Rolex femmes, d'ailleurs, ils s'accordent une très belle liberté parce que pour le coup, ils font des trucs très sympas. Hein. La palmier, les diamants, les trucs, Il y a vachement les de variantes couleurs. qui sont très cool. Il y a aussi des femmes qui portent des montres d'hommes, moi j'adore. Je trouve ça très... Il n'y a pas plus beau et plus charismatique qu'une femme qui a un Daito ou une Subaru. Ah ouais. Même un gros diamètre. On a vu l'actrice Charlize Theron, elle est sur Google avec une Dipsy au poignet. Quand même, pour une femme, c'est très Ouais, là, osé ça, quand faut y même. aller. Je suis pas sûr qu'elle l'ait porté beaucoup, mais c'est toujours la même chose. 44 minutes. mm. Mais donc on est loin d'arriver à uniquement la passion. Moi j'ai commencé Mais non, il y a 20 ans, aujourd'hui, on a acheté une montre, on ça parlait pas de existera- on ouais. savait même pas qu'elles Ouais, allaient c'est prendre vrai. de la valeur donc. Ça n'existera plus, il y a des crèves la dalle qui sont contents de faire 500 balles sur une montre. Enfin je veux dire, on en voit tous les jours. La montre elle a 2 jours, ils nous l'amènent. Enfin, C'est dans l'approche, il y a toujours ce truc-là où, tiens, on sait que c'est un peu de valeur, et puis bah, ils se bandent les yeux, il y a des vues de l'esprit qui sont fantastiques. Bon, il y a des personnes qui viennent nous voir, nous proposent des montres à des prix, et nous, on joue pas à ce jeu-là parce qu'on n'est pas là pour enrichir nos clients, on est là aussi pour travailler, et souvent c'est unilatéral. C'est, bah, vous allez me vendre ma montre, moi je vais prendre 10 000 balles, et puis vous, je vous laisse 1000 euros, puis vous payez la TVA et tout ça. Ou alors c'est, moi j'en veux 15 et le reste vous faites ce que vous voulez. En fait, c'est Non, trop... mais ça va, en fait tu vas pas nous dicter, il y a un prix du marché, nous on est là pour servir, effectivement, on a un métier. Ah bon. T'as des mecs qui Après, est-ce qu'il y a. On prend une Daytona. Est-ce qu'il y a 30 ou 40 ans, c'était une montre de luxe, c'était peut-être une certaine casse qui les achetait, du alors tout. qu'aujourd'hui, peut-être que la classe moyenne veut Quoi des que très si, un belles petit peu, montres. parce que ça valait quand même une petite somme. Du coup, le coût est quand même super important. Je veux dire, t'achètes pas une montre à 10, 15 000, peut-être c'est aussi Comme ça ça, qui fait bien sûr. que. Tu Aujourd'hui, l'achètes tout le parce monde que- veut une Rolex. Enfin, c'est. Tu l'achètes parce que tu sais, alors c'est toujours l'avantage de Rolex, pourquoi nous on en vend c'est plus de la moitié de notre chiffre d'affaires sans hésiter, c'est parce que tout le monde connaît, c'est facile à vendre, c'est super robuste et les gens savent que c'est liquide. Oui, T'achètes une Submariner, si tu reviens me voir 2 mois après, si je te la rachète pas, c'est que... Ouais, y a un problème. et je rachète toujours. Ouais. Donc Ouais, c'est des super montres pour ça et c'est rassurant, mais ça ne doit pas être un motif d'achat. Et nous, on a de la chance d'avoir une clientèle formidable que je remercie parce qu'ils sont passionnés. Ils vont pas nous embêter à dire ouais c'est quoi un bon investissement, un machin, tu peux. Bah, c'est fini, mais à l'époque t'en as plein qui t'ont posé Mais la t'as toujours question. des mecs qui sont là qui espèrent te dire ah j'ai acheté ça en Rolex et qui pensent avoir tout. Et je sais pas comment ils ont pas Et internet. surtout t'en as qui commencent par ça. Qu'est-ce que tu penses c'est quoi le meilleur investissement? En fait, on est plus là pour ça. Ça, c'est un petit peu dommage. Cette C'est un question peu est dommage. petit peu Ça, dommage. moi, ça me, faut- ça me dégoûte un peu. Moi. acheter Parce par qu'on est passionné plaisir. quand même avant tout. Moi, j'adore parler de montres pendant un temps en partie, mais Moi, les clients C'est me vrai que- demandent pourquoi j'ai des Dipsy Blue. J'adore la Dipsy Blue. Certes, elle ça change. est épaisse, elle est lourde, elle a plein de défauts, Ouais, mais moi, moi, c'est je cadran, l'aime. C'est moi, comme c'est ça. cadran. c'est- C'est le cadran, t'as l'écriture verte, bleu dégradé. Non ah ouais, ça rend bien ça dans l'eau. Parce que Ce le cadran- verre, ce le cadran verre, est il est fabuleux. hyper épais, ça fait un effet loupe dans l'eau. C'est hyper sympa. Et d'ailleurs, ce cadran sur une 40 mm, moi, je me mets à rêver. Non, non, Ça non, viendra non, jamais. non, on arrête mais- un peu là. Mais ça serait Moi j'ai très une joli. passion pour les 16-234 parce qu'ils ont sorti une multitude de cadrans et moi c'est ma montre préférée, la Datejust 36 mm vert saphir des années 90, moi je suis très 90, 2000. Ça me parle beaucoup et ces montres là elles ont des cadrans de folie avec des petits diamants, du bleu dégradé, j'en ai une qui est magnifique, t'as du rouge aussi, t'as du vert, des cadrans d'origine où ils se sont fait un plaisir pendant 10-20 ans. Il y avait une époque où il y avait peut-être un peu plus de laisser aller sur la créativité. Ouais et c'est trop cool parce qu'on en voit moins et c'est quand même sympa. Alors, ils sont peut-être un peu lâchés sur les OP de couleurs. Bon, là, ils nous ont sorti des couleurs un peu pastel, un peu. C'est timide, c'est pas mat, assumé, c'est quoi C'est mat, c'est timide. Ouais, non, tu vois, ils avaient fait la day date avec le cadran puzzle. C'est un peu comme en fin de soirée quand tu mets la cravate sur le front. Ouais, c'est voilà, pour avoir c'est l'air bon. un peu Enfin, drôle. personne l'a jamais vu, hein, le La cadran Nicolas puzzle Lara, de la. Si, sur Chrono 24. Oui, sur Chrono 24. Et tu sais, sur fond blanc, sur fond blanc, le mec il l'a pas, tu sais. Sa cote, c'est les mecs qui sont là, ouais, Mais c'est très ils en- compliqué. ils c'est- en C'était vendent pas. off-market, hein, ça. C'était off-market la puzzle. Et si on parle de la date Ah, avec je suis ou à la pas place sûr. de la date. Non, ce qu'ils nous présenté. Moi, je pensais ou à la place de la date, il y avait un cœur, il y avait un. C'était off-market, ça n'a jamais été sur le site en vente. Oh, ouais, Ah non, c'était du off-market, hein, c'est sûr. Ils l'ont présenté quand même assez officiellement. Oui, Je l'ai jamais vu sur le site, tu il faut savoir que les vérifieras. montres qui sont en market Regardez. au salon, à la foire, et tu les vois. Les montres qui sont pas officielles, à savoir les Daito un petit peu. Des taux avec les hier, rubis, des taux rubis, pareil, je crois Daito que Le Mans. c'était off-market aussi, il me semble. Tu vois jamais ça sur les catalogues. Ouais. C'est Par ça. exemple, le Daito or gris, qui était au catalogue quand il est sorti de. Pardon, le Le Mans Le Mans des 100 ans, qui était en or gris, il était au catalogue. au catalogue. Ils l'ont retiré du catalogue. Ouais. Tu peux en trouver qui viennent de sortir, qui ont la carte du 0326. J'en ai vu une il y a 2 jours, Ok. en gris. Donc ils la font encore. Donc ils la font encore. Alors, une vraie question, tiens. J'ai vu passer l'autre jour un vendeur, c'était un vendeur, je sais plus de quel pays il était, qui vendait une 14060, d'accord, des années. Tu l'as vu ou pas? Avec la nouvelle carte et la carte était de 2025-2024.
Ça veut dire que c'est un retailer qui a un vieux stock. Exactement, et que Rolex a réédité une carte. Et donc là, on est d'accord que tout est OK? Attends, Rolex, il réédite des cartes. Je crois que c'est l'AD qui peut éditer les cartes. Alors c'est l'AD qui met la date, ça a toujours été la date de vente, on mais est par d'accord. contre, il y a le 14060. Et du coup, vu que la 14060 n'avait jamais Stylé. bougé du coffre et elle était de 2010, je crois, de mémoire, c'est la Alors, réogravée. petite révision à prévoir quand même. Oui, complètement. Bah oui, elle Tout est a sec, quand même là. passé 15 ans sans bouger du coup. Incroyable. Mais je pense que ça existe et j'adorerais avoir le fin mot de l'histoire parce que Et d'ailleurs, le prix n'était pas exorbitant, il avait quand même Souvent, joué le jeu, ouais, elle était. il faut vouloir acheter une montre de 2010 avec une carte de 2025. Bah c'était très bizarre, c'était un peu un ovni quoi, j'ai Mais pas le trop prix, compris. il était cohérent. C'était 11-12 000, ça, Ouais, c'était bah, plus pour un 100, truc, un 20% ovni. Tu peux vérifier. On a tous des copains qui bossent un peu sur Rolex, faut pas le dire, mais des fois tu leur dis t'as un doute sur une montre et ils disent bah oui effectivement elle a été vendue là-bas. Ouais. On peut avoir des infos un petit C'était incroyable quand même. Et Et donc vous avez Parce évoqué le qu'on vintage. voit, pour le coup, on peut voir régulièrement pour les auditeurs des montres qui sont plus produites avec des cartes qui ont 1 an ou 2 ans normales, ultérieures, c'est-à-dire que le vieux stock. En revanche, une montre qui est off-market depuis 15 ans. Non, là c'est compliqué là. Là, c'est quand même très Ah, rare. j'avais jamais vu ça. Sur d'autres marques, où la carte elle est estampée de très récent alors qu'elle n'est pas récente. Ça, c'est plus cohérent. Mais il y a des histoires Ils en ont aussi pas de. Ils en ont pas vendu. C'est des montres des fois qui étaient en exposition, des montres qui étaient parfois vendues aux oui. employés. J'ai vu ça sur une Cartier une fois. Effectivement. Une hypothèse c'était une montre à employé. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille chez Cartier qui nous amène des montres souvent. Et effectivement, il y a des détails. Soit c'est des papiers blancs, Ouais. où il n'y a rien écrit. Ouais. Soit, mais ça, c'est des montres personnelles, effectivement. On allait parler de vintage là. Bah justement en fait c'était la question, Fred disait tout à l'heure, tu disais que tu adorais les montres des années 90. Vintage, récent, les vrais passionnés se tournent quasiment toujours vers le vintage, pardon. C'est qu'un vrai passionné. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai passionné? Je te pose la question. Ça veut rien dire. Aujourd'hui c'est toi qui réponds aux questions. vrai Qu'est-ce qu'il y que a des c'est qu'un vrai de passionné? 6 chiffres. Regarde GMK, il a toutes les dernières montres qui sortent, etc. Et c'est un Très bonne Et question, c'est c'est un et passionné c'est ou pas? kiffeur, Est-ce que c'est un kiffeur. passionné ou est-ce que c'est pas un passionné? Bien sûr, si. Qui suis-je pour lui dire que c'est pas un passionné? Passionné de montres. Il a qui plus de es-tu montres que moi. Oui. Donc non, ce qui nous anime la passion, on va se retrouver entre nous parce que voilà, on va sortir une montre des années 80. Tout le monde a des goûts un peu différents, je pense. Je parlais, moi, mon truc des années 90, c'est parce qu'en fait, on a un boîtier mat, corne brossée, vert saphir, c'est-à-dire que je peux tout faire avec ma montre vintage, plus ou moins. Tandis que les plexis, je prête plus attention. J'adore les plexis parce que c'est des cadrans mat, mais je prête plus attention. Pas comme Robin, je vais pas me baigner avec en fait. Lui, il va aller se baigner avec en fait, mais chacun a son. Voilà. Robin se baigne avec ses montres, un passionné quoi, c'est ça. C'est. Un passionné jusqu'au. Qui est venu avec une Blancpain d'ailleurs, qui a Ouais, fait un parce que- affront à Rolex Legend. Ouais, mais à Paris, Robin, etc. j'ai vu, j'ai vu, Moi, j'ai vu. je peux aller, Dans le métro. je peux aller partout à Paris avec ça. Le mec, il part en courant quand il la voit, il va pas la voler. Une Rolex, c'est peut-être un peu. Alors Robin, tu voulais parler des expertises. C'est la mode aujourd'hui, Ah. je t'avoue. Ah alors, oui, tout le monde je donne son t'avoue, mot. la Fredder, tu fais des très belles vidéos là-dessus. Justement. Moi-même, je t'avoue que donc, j'ai beaucoup de clients qui font confiance et les yeux fermés depuis des années. J'en ai beaucoup aussi qui me disent Larry, bon, t'es très gentil, mais j'ai envie de la faire expertiser. Je viens chez toi souvent, on va chez d'autres. À Paris, c'est devenu la mode. Dis-nous tout. Justement, quand tu parles d'expertise, là aussi, c'est un sujet qui est très vaste. Hyper vaste. Moi, je ne peux pas. Je vais aborder un sujet et je ne voudrais pas que ça soit perçu comme si je dénigrais le travail de Fred, parce que Fred va authentifier une montre, donner une expertise à un instant T. À l'instant, On est d'accord. Mais surtout à l'intérieur de la montre, c'est encore plus différent. Il y a un autre sujet dans l'expertise, c'est l'expert. L'expert. Qui est l'expert? Depuis quand c'est un expert? Qui dit que c'est un expert? Ça, c'est énorme. Et plus on se proclame, selon moi, plus on se proclame Souvent- expert, moins on en est, et je trouve que c'est un Mais souvent, les experts s'autoproclament. Ah mais oui, et c'est un argument d'autorité qui est imparable, c'est-à-dire, moi Robin, aujourd'hui je suis expert, mon truc c'est les Blancpain. Je la regarde, je sais si elle est bonne ou pas. La personne en face de moi, si elle me croit, elle fait quoi? Elle me fait confiance? À quel prix? Parce qu'il y a beaucoup d'experts qui vont faire la pluie et le beau temps, qui savent tout, qui savent reconnaître des faux papiers, mais ça leur dérange pas en vendant. Oui, il n'y a aucun problème. Tu vois, l'expertise elle est amusante, donc plus tu te proclames expert, plus voilà, pour moi le plus important, et c'est ce qu'on fait énormément avec Hugo, c'est de parler au conditionnel. Un exemple très simple, on va prendre une 1680, une Submariner de 78. Tu vas regarder, tu vas me dire oui effectivement Il les est aiguilles... bon, hein, parce qu'elle est 78. J'ai vu, Incroyable. les aiguilles elles sont au tritium, elles matchent avec le cadran. Ça veut rien dire. On peut dire tout est d'origine, prouve-le. Ça matche rarement, les index et C'est pas les ça. aiguilles Non, matchent mais- très rare. C'est Qui peut tu le prends prouver? deux 1680 avec Personne. les mêmes patines, donc déjà il faut les trouver. Personne. Tu intervertis les cadrans, les aiguilles, tu inverses juste, tu fais pas, même année tout pareil. La montre, elle n'est pas 100% d'origine, elle est matching avec son époque, mais elle n'est pas d'origine. Ouais.
Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire oui, elle est 100% d'origine. Prouve-moi que les aiguilles n'ont pas été relumées par un professionnel. Mais oui. En fait, il y a des choses que tu ne peux pas prouver. Alors, C'est terrible ça, parce que je le- plus on ça, je avance le dans le dis. temps, plus il y a des professionnels Ouais. qui refont super bien. C'est ce que j'allais Les dire. C'est choses. ça que je le dis souvent à des clients. En fait, si c'est un entre guillemets expert ou qui a très bien fait son travail, c'est-à-dire qu'il a pris MK1 Mais quand tout il le fallait monde une peut MK1, s'en il Oui. fallait la bonne année, il l'a très bien fait, l'insert de la même année qui est très dur à trouver, mais lui il l'a bien fait, Mais attends. on ne saura C'est jamais. bien d'en parler aujourd'hui de ça parce que c'est vrai que plus on avance, plus c'est dur et Bah, personne. plus ça va devenir compliqué Et sur on des peut montres pas des années avoir- 70. et on peut pas avoir de certitude à partir du moment où le mec l'a pas acheté en boutique et il l'a toujours en sa possession. Voilà. Depuis 30 ans ou 40 ans. J'ai un autre Donc exemple. une première main de 60 ans, on Il y a l'aura, pas de mais c'est la certitude. seule. En fait, Oui, c'est la seule certitude. le conditionnel est important. Et on prend un autre sujet, par exemple sur les blancpains vintage. J'ai passé beaucoup de temps à demander des questions à des gens, à regarder sur internet. S'informer. Il n'y a pas de littérature, il n'y a rien, il n'y a pas d'information. Les seules choses qu'il y a, c'est un mec, un jour, il a écrit quelque chose. Donc, il faut lui dire que lui, il a raison. Ouais. Et ils vont dire, bah, Tu es un expert blanc. Ah, pas du tout. Parce que justement, j'arrivais sur le sujet. Et comment on fait justement pour acheter ce genre de montre, mais c'est valable aussi pour Rolex, même s'il y a quand même plus de ressources. Oui, tout à fait. Parce que des fois, ils vont dire, oui, ils ont changé le logo parce qu'il y avait des restrictions de budget. Ah, c'est amusant, parce que le logo qu'ils ont enlevé, ils l'ont remis sur une autre référence 10 ans plus tard. Bien sûr. Il y avait la Il crise est à ce resté dans moment-là. les tiroirs. Enfin, tu vois, c'est des, c'est des hypothèses parfois farfelues. Et vu que c'est des trucs qui restent un peu dans les tiroirs qu'on se raconte de passionnés entre passionnés, ça finit par être vrai. Sauf que c'était totalement bidon. Totalement bidon, on sait pas vraiment. Donc, j'en reviens toujours à la même chose. L'emploi du conditionnel, il est hyper important. Et puis après, on cherche des comparables. Sur mon pain, c'est très compliqué de trouver deux fois la même. Celle que j'ai au poignet, j'ai regardé, je trouvais qu'elle était cohérente par rapport à la matière luminescente, par rapport à la patine, la lunette. Il faut regarder L'état. la cohérence de tous les Tout à éléments fait. de la montre. Avec Rolex, on l'a beaucoup vu, c'est qu'ils jetaient vraiment rien et on l'a vu sur certaines références quand il restait des cadrans qu'ils mettaient sur les nouvelles. Oui, Rolex, on l'a toujours eu, Mais ne il jette peut y avoir rien. des choses, par exemple, chez Rolex. où Des on va dire, transitions, tiens, quoi. Il y a des c'est- vraies séries de transitions. C'est étonnant. En fait, les personnes ont l'impression, enfin les personnes, non, je peux pas mettre tout le monde dans le même panier, que c'était hyper cadré, hyper précis, hyper minutieux. Les années 70-80, même Mais si pas c'était du déjà tout. une grosse boîte, c'était quand même un peu... Audemars Piguet, il y a 20 ans, c'était Las Vegas. Ah ouais, c'était Las Vegas dans les ateliers. Hein. C'était un peu bon. Ah, il manque ça comme pièce. Bah vas-y, envoie. Ça va Ah partir. oui, ah C'est oui. d'où la rareté des 6 inversés, des machins. Il y Ah a alors ouais, sur le ouais. cadran, c'est pas grave, on la Ouais, ouais. fourgue. On Le va pas 6 inversé de relancer. chez Rolex, très bonne question. Le 6 inversé de chez Rolex. Mais pareil, on n'a pas de certitude s'ils l'ont fait exprès ou pas. Parce que finalement, c'est dans le même sens des chiffres. Ils sont tous dans le même sens, si on regarde comme ça. Est-ce qu'ils ont voulu le faire Est-ce qu'ils ont voulu faire ça Ou alors est-ce que c'est vraiment une erreur de Kevin dans les ateliers On sait pas. Du stamp, merde, j'ai mis 6 à l'envers. Putain, je vais me faire virer. Pauvre C'est Kevin. c'est vraiment un sujet. Désolé pour Kevin. Et pour terminer sur cette fameuse Blancpain, mais c'est pas celle-ci qui nous intéresse, c'est que j'avais fait... Non mais Je rigole. pour Non, expliquer non, mais raisonnement, il aime bien être antisocial. c'est tu fais ta diligence et tu regardes un peu la cohérence des pièces. Et moi j'ai acheté cette montre en disant voilà, je sais que j'achète cette montre parce qu'elle me semble bonne. Je pourrais jamais en avoir la certitude et personne ne peut en avoir la certitude. Mais Par contre, Même les C'est experts. Les fameux. non, mais c'est vrai, il a raison. Le cadran, il m'a l'air cohérent, les aiguilles m'a l'air cohérentes. C'est de la cohérence aujourd'hui. et puis le comparable, j'ai trouvé la même qui s'était vendue aux enchères il y a quelques temps à 20 numéros de série près. Après, Même lunette, moi j'ai vu la lunette, je regarde un peu, j'appelle le mec qui me l'a vendu, je fais la lunette que tu m'as vendue, c'est une belle daube. Et je regarde la lunette, c'est la même. Alors tu vas me dire, peut-être qu'elle a été bidouillée par la même personne, mais si on part comme ça, on est mort. tu vas toujours trouver le machin qui fait que ça va pas. Ce qu'il faut, c'est acheter ces montres en se disant, il y a une part de doute. Non, mais je ne c'est saurais super jamais. que tu dis ça parce que le problème c'est qu'en fait aujourd'hui les gens n'écoutent que l'AD en fait. C'est-à-dire que nous on parle en tant que passionnés, on a eu plein d'expériences et écoute souvent un vendeur d'un AD qui a 25 ans qui autant dire n'y connaît rien si on lui parle de tritium, de tout ça. Non, mais moi j'ai un vendeur d'un AD qui m'a dit qu'une 1680 elle était fausse. Moi sur une Batman Parce en qu'il me dit, les Belgique, bracelets, ils c'est font arrivé. pas du bruit. Les bracelets font pas de bruit. C'est un T'imagines mec ou qui vend pas? des Rolex en fait. Bien sûr qu'ils font du bruit les vieux bracelets. Non mais nous, un client à nous s'est vu dire par un jeune en Belgique, c'est une fausse Batman. Du coup, lui dit la seule moyen c'est d'être sûr, c'est d'avoir une révision. Lui a facturé une révision à 800 €. La montre, elle est Et neuve. quand il est revenu, il lui a La dit. montre est neuve. Tu devrais faire ça, tu dis, ah bah, je veux bien faire une expertise, mais il faut faire une révision. Non mais quand il est revenu quand même, c'est le directeur qui lui a donné. Il lui a dit bah alors elle est vraie? Oui. Et donc bah c'est le jeune. En fait, il connaissait pas son travail. Et donc j'ai payé 800 €. Ouais, mais ça c'est Ouais. C'est pas possible. Tiens, arrête. Mais c'est comme aussi par contre aujourd'hui les forums c'est terrible. Là, la dernière fois j'ai un client qui est venu, franchement c'est pas un gros passionné. Il a été me dire que le tritium d'une Tudor il était pas bon, ça avait été refait. Alors que j'en ai la certitude que non, parce que la montre ça fait 15 ans que je la connais. C'est nickel, hein. Tu vois que ça n'a pas été refait, ça a abîmé même avec le temps. Et je veux dire mais comment vous pouvez être sûr? Moi je suis sûr de mon produit.
Il dit non, mais on voit trop sur internet tout ce qui est dit, donc ça c'est refait. Les relumes, c'est vrai que les relumes, c'est un sujet très compliqué, hein, les relumes. Mais bien sûr, mais quand on a une certitude, enfin moi je sais que la montre, on voit que le tritium il est bon, il est abîmé, il est usé, on le refait pas justement pour le garder. Le problème c'est qu'aujourd'hui les gens ils voient tellement de choses sur internet qu'ils s'autoproclament pro, et ils se disent pas bon ça. Le mec j'étais pas bien, j'étais tellement sûr de moi qu'il m'a dérangé, tu vois. On va arrêter tout de suite parce que... Tu peux avoir le doute comme ça. Un autre sujet qui est super intéressant pour rester sur ce sujet-là des vintages que je trouve passionnant, c'est il faut pas croire au Père Noël. C'est-à-dire que les gens, les passionnés, les collecteurs, les collectionneurs, on peut appeler ça comme on veut, qui vont chercher des montres, on leur a mis dans la tête des idées, aller chercher la montre nickel, impeccable papier, etc. Et ils dorment avec ça. Et donc ils vont venir machin, et dire la montre des années 70, mais elle n'est pas en bon état. Ce qui est normal. Mais par contre, il y a des gens qui vont sortir des montres des années 70 impeccables. Neuves. Mais la lunette, elle est morte. Elle est toute rayée. Elle est toute patinée. Oui, mais c'est celle d'origine. Ah, mais c'est amusant. La montre, elle a jamais été touchée. Il n'y a pas un pet. Mais la lunette, elle est morte. Et je vais même vous dire, c'est un prototype parce que les chanfreins n'étaient pas comme ça à l'époque. Tu vois? Et là, on fait comment? Ah oui. Et donc, en fait, par souci d'aller chercher la pureté absolue, la montre parfaite, on achète des véritables daubes. Moi, ce que je préfère acheter aujourd'hui dans le vintage, c'est des montres qui sont un petit peu tapées, un petit peu, voilà, tu dis, ouais, on sait qu'il y a de l'histoire, on sait qu'il y a... À 50 ans, ça laisse des traces. Elle est authentique depuis le temps. Mais il y a des personnes qui peuvent croire qu'une montre qui est impeccable, ça existe. Alors, ce que tu dis, ça me fait penser à la fameuse Daytona, on en a vu quelques-unes, la Citrus, tu vois ou pas? Citrus, tu l'as vu. 116 520 les premières. Et alors la montre, la Celtron, je sais plus qui la vendait, NOS, d'accord, NOS. Sur Par Chrono, contre, là, avec lui, un, non je sais, non, c'était en France, elle était physiquement en France, je crois. La vendait, j'en ai même vu deux, je crois. La vendait NOS, donc non portée, New All Stock. Par contre, avec un cadran Citrus complètement patiné. Alors, est-ce que là, du coup, on va revenir à la patine de stock, la patine de J'ai eu un coffre? sujet où là, j'ai un client qui a mis son Zénith, donc 16520, dans son coffre. Il l'a acheté il y a 2 ans. Elle était blanche. Là, il l'a ressortie. Elle est toute jaune, la montre. En 2 ans. En 2 ans. Mais tu sais ce que c'est? Nous, on a regardé. C'était de la graisse à l'intérieur. On a enlevé le cadran. Elle était bourrée de graisse. Et donc, je sais pas comment t'expliquer. Et ça a fait de la fermentation, si tu veux. La graisse jaune qu'on utilise à 8300, la Mobilus, elle est ressortie par les trous du chronographe. Tout autour du cadran, c'était tout jaune. Et on a essayé de l'enlever, ça s'enlevait pas. Impossible. Et bah, tu vois, on aura appris un truc aujourd'hui, j'avais jamais entendu cette anecdote. C'était sur les trous du chronographe, au milieu, t'as heure-minute. Ah, c'était pas uniforme, je veux dire. Parce que la Citrus, elle est uniforme. Ça sortait un petit peu comme ça, mais il y avait encore des parties blanches, quoi. Ok, donc c'était pas uniforme. Donc Par contre, ça s'enlevait pas du tout. Mais c'est intéressant. Le mec était sûr de lui, il était voir le marchand qui lui a vendu, qui est connu, il lui dit oh, j'en sais rien, je voulais vendu blanche, je suis au courant, c'est pour ça que je viens vous voir, c'est bizarre, elle est jaune maintenant. C'est toujours la même chose, plus tu vas chercher des pièces comme ça qui sont. Elle est sur le guide Mondani, hein, la Citrus, elle me semble. Oui, mais moi aussi je peux faire le guide Mondani, il y a des trucs qui ont été prouvés que c'était pas forcément bon. Plus tu vas dans l'exceptionnel, le rare, etc., plus derrière il y a un gain pour le mec qui veut essayer de flouer son client. Plus il y a un sujet. Moi, je cherche pas les montres exceptionnelles les plus propres des années 70. Du moins, pas les modernes, quoi. Pas les modernes. Les modernes, c'est encore différent. En fait, on va pas chercher l'épave, on va chercher une montre qui a vécu, qui est restée dans un tiroir, quelque chose comme ça. On est sûr de la véracité de l'histoire. Mais c'est facile de raconter des histoires. Hein. Comme on le voit sur les pubs là qu'on a au mur, on voit des GMT, on voit les chanfreins, ils sont cohérents. Aujourd'hui, on voit des 1675, il y a plus de chanfreins que de cornes. Et il y en a qui vont l'acheter parce qu'elle est parfaite. Mais non, elle n'est pas du tout parfaite en fait. La montre, elle était passée entre 1000 mains, ça se trouve, elle a été détruite avant, elle a été refaite, rechargée. Ça se trouve, il n'y a pas le même acier au début de la corne qu'à la fin de la corne. Et d'ailleurs, on peut le dire que c'est plus un mal parce que le recharge laser, ça devient nécessaire avec les années. On a une montre rincée années. Mais encore une fois, les gens, ils disent, maintenant pour une rayure, ils disent je dois la recharger. Ouais. Mais non, c'est micro-rayure, on va l'enlever et tu perdras pas de matière. Et les gens, du coup, à force de regarder tout ça, il y a une rayure, une marque, petit laser, on me propose ça maintenant. C'est le client qui me le dit. Petit laser? Bah, pas forcément, mais si on commence à faire des lasers à tout va. Pour moi, le laser, c'est une vraie nécessité. Quand la montre elle est piquée, quand le fond de boîte elle est piqué, qu'elle n'est plus étanche, on refait du laser. Quand la montre c'est un cure-dent et qu'il faut redonner une forme cohérente à la montre, pourquoi pas? Alors moi j'ai une vieille Oyster Quartz, tu vois tous les angles, tu vois les arêtes quand même, les chanfreins, elle a besoin d'un laser, elle est vraiment rincée, elle est vraiment... Ça a quand même 60 ans. C'est parce que quand on parle de Blancpain, il est pas content le chien. Alors ma belle? C'est tout un sujet, c'est tellement vaste. Je dirais que tu peux tellement raconter des histoires. Moi, cette Blancpain, je vais prendre des photos d'un plongeur. Elle était beaucoup plus petite la Blancpain avant.
Alors, on va bien remettre. Alors ça c'est un truc qui est génial sur ces montres, c'est qu'elles sont très peu, soit elles sont totalement bricolées et il n'y a rien qui va, soit elles sont pas trop touchées. Mais je prends des photos d'archives, je mets une médaille, un béret, je te fais croire qu'elle a fait le commando Uber, prouve-moi que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'était peut-être lui, Hubert. Hein? Prouve-moi que c'est pas vrai. Et c'est la même chose, tu fais un set, un truc comme ça, une histoire, si toi tu ne peux pas prouver. On en connaît d'ailleurs hein, qu'on fait des histoires sur des montres qui. On peut en faire tous les jours. Et c'est là où tu vas reconnaître quelqu'un qui est honnête, quelqu'un ou pas. T'as des gens, ils ont des montres des années 70 et ils les vendent toujours avec des papiers. Ouais. Pour y croire, c'est croire au Père Noël. Moi, j'aime beaucoup les montres anciennes où on voit encore un peu de chanfrein, mais pas trop, Ouais. parce que je sais que ça n'a pas été refait au moins. Ouais, tout à fait, entièrement d'accord. Tu vois le beau brosser des cornes, et on voit que ça a été poli un peu le chanfrein, c'est pas grave pour moi. C'est pas du tout grave. Une montre vintage, si elle a pas de défaut, Wow. ça arrive, hein, mais Et c'est les rare. montres à l'époque, il n'y avait pas de délai d'attente, hein. Elles s'est toutes vendues. Hein. Tu sais ce que je veux dire? Ah bah il y avait, moi ma Daytona, il y a 4 ans d'écart entre les papiers et la série de la montre. Donc oui, c'est chez en vitrine même. On peut dire aux gens que ça pouvait attendre en vitrine. Patine de vitrine, exactement. Ah, première fois que je l'entends, c'est la patine de vitrine. On peut en inventer On la d'autres, garde, si on la c'est garde, un on la peu garde. fermant. C'est quand même que tu nous avais fait l'étanchéité de confort. Ah oui, l'étanchéité de confort. Une étanchéité de confort, c'est une étanchéité qui n'est pas forcément une montre étanche, mais de confort, pour se laver les mains, pour se brosser les dents. Étanchéité de Pour la confort. pluie. Je l'ai pas vu cette vidéo. Non mais sur les j'entends anciennes, le voir, on essaye de rendre les montres de Robin, ce qu'on fait son SAV, on essaie de lui rendre étanche au mieux. Et sur les très anciennes, on lui dit, écoute, on va pas prendre de risque, on va laisser les pièces d'origine, bon, elle est pas étanche, c'est pas très grave. Il me dit, étanchéité de confort quand même, faut me laver les mains. Moi, une étanchéité de confort, c'est 50 mètres, on peut aller chasser la murène en toute sécurité. Non, pas du tout, calme-toi. On peut se promener dans la ville sans Elle problème. est étanche. On l'a vu aujourd'hui, 50 mètres, je dirais. Pas 50, mais. Ouais. Écoutez les gars, merci pour votre bonne humeur, merci Déjà, pour votre on expertise. s'amuse, Déjà, On reviendra. déjà. On reviendra. À moins, attention, oui, on peut en refaire. Non, on non, peut, mais on a plein d'idées ça en va tous très les vite, cas. hein. Merci à vous, Fred. Bah écoute, on invite les gens à venir à ton atelier, Avec l'atelier grand des plaisir. Toquantes. Avec grand plaisir. On est toujours bien reçus et l'équipe est top. Je confirme. Robin Je confirme. et ton acolyte Hugo, c'est ça hein. On Lui-même. vous remercie pour toutes vos vidéos. On invite nos membres à vous suivre sur Breloque. L'atelier Toquante est également sur les réseaux. On vous remercie à nous de nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur notre Instagram et sur notre Facebook Rolex Légende. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne de la force et à très bientôt. Merci Merci beaucoup et on adore toutes les marques bien sûr. Mais surtout Rolex.